Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour continuer la lecture de la biographie de Marie-Antoinette écrite par Stefan Zweig en 1932. C'est le temps des rois de France, aussi le temps de la Révolution française qui se prépare, c'est la grandeur de Versailles, c'est le faste et c'est surtout cette petite Autrichienne qui débarque à la cour de France alors qu'elle n'a encore que 15 ans. Eh bien, sans plus attendre, je vais continuer cette lecture pour vous. Marie-Antoinette vient d'arriver à la cour. Et le chapitre que nous lisons s'appelle « La lutte pour un mot ». Je vous réexplique rapidement pourquoi. Eh bien, parce que ce chapitre concerne la du Barry, l'amante de Louis XVI. Louis XV, bien sûr, je suis bête. L'amante de Louis XV, le grand-père de Louis XVI, justement. Et qui évidemment va se livrer à un combat acharné contre Marie-Antoinette, un combat qui est totalement réciproque. Elles sont évidemment ennemies et Marie-Antoinette a le pouvoir, elle, d'adresser la parole en premier à la du Barry qui, elle, ne peut pas lui adresser un mot puisque Marie-Antoinette est la première dauphine de France. C'est pourquoi la du Barry va lutter pour un seul mot de la future reine qui évidemment se complaît à l'éviter totalement. Mais ça commence à se gâter puisque ce qui est évidemment le principal dans cette histoire, c'est l'alliance entre la France et l'Autriche. Et c'est ce que Marie-Antoinette est en train de mettre en péril avec son comportement qui reste assez enfantin aux yeux du reste de la cour. Voilà, je vous en dis pas plus, on va continuer tout de suite. Mais Frédéric II a une conscience large et il ironise à Berlin. L'impératrice Catherine et moi sommes deux brigands. Mais cette dévote d'impératrice reine, comment a-t-elle arrangé cela avec son confesseur ? Il se fait pressant et Joseph II menace et jure sans cesse qu'une guerre est inévitable si l'Autriche ne se soumet pas. Finalement, l'âme déchirée, le cœur ulcéré, Marie-Thérèse cède, les larmes aux yeux. Je ne suis pas assez forte pour conduire les affaires moi-même. Par conséquent, je les laisse, bien qu'à mon plus profond chagrin, suivre leur voie, parce que tous les hommes expérimentés et intelligents le conseillent. Mais au fond de son cœur, elle se sait complice et tremble en pensant au jour où le traité secret et ses conséquences seront révélées au monde. Que dira la France ? Verra-t-elle avec indifférence, eu égard à son alliance avec l'Autriche, cette attaque de brigands contre la Pologne ? Ou combattra-t-elle des prétentions qu'elle-même, Marie-Thérèse, ne considère pas comme légitimes ? Car l'impératrice biffe de sa propre main le mot « légitime » dans le décret d'occupation. Tout dépend de l'attitude plus ou moins cordiale de Louis XV. C'est alors qu'au milieu de ces soucis, de ce brûlant conflit moral, arrive la lettre d'alarme de Mercy, annonçant que le roi est fort irrité contre Marie-Antoinette, qui lui a ouvertement exprimé son mécontentement, et cela juste au moment où, à Vienne, on entortille si bien le naïf ambassadeur de France, le prince de Rohan, qu'entre ses parties de chasse et de plaisir, il ne voit rien de la question polonaise. Parce que Marie-Antoinette ne veut pas adresser la parole à la du Barry, le partage de la Pologne peut devenir une dangereuse affaire d'État, une guerre même peut en sortir. Marie-Thérèse prend peur. Non, alors qu'à l'âge de 55 ans, elle doit faire à la raison d'État un sacrifice moral aussi douloureux. Sa fille, cet enfant de 16 ans, n'a pas à être plus catholique que le pape, plus rigide que sa mère. Une lettre est donc rédigée, plus énergique que jamais, afin de briser une fois pour toutes l'entêtement de la petite. Pas un mot dans cette lettre sur la Pologne, sur la raison d'État, cela va sans dire, mais au contraire, il dut en coûter à la vieille impératrice, toute l'affaire y est ramenée aux proportions d'une bagatelle. Cette crainte et embarras de parler au roi, le meilleur des pères, écrit-elle, celle de parler aux gens à qui on vous conseille de parler. Avouez cet embarras, cette crainte de dire seulement le bonjour. Un mot sur un habit, sur une bagatelle vous coûte tant de grimaces, pure grimaces, ou c'est pire. Vous êtes donc laissé entraîner dans un tel esclavage que la raison, votre devoir même, n'ont plus la force de vous persuader. Je ne puis plus me taire après la conversation de Mercy et tout ce qu'il vous a dit que le roi souhaitait et que votre devoir exigeait. Vous avez osé lui manquer. Quelle bonne raison pouvez-vous alléguer ? Aucune. Vous ne devez connaître ni voir la du Barry d'un autre œil que d'être une dame admise à la cour et à la société du roi.
Vous êtes la première sujette de lui, vous lui devez obéissance et soumission. Vous devez l'exemple à la cour, aux courtisans, que les volontés de votre maître s'exécutent. Si on exigeait de vous des bassesses, des familiarités, ni moi ni personne ne pourrait vous les conseiller. Mais une parole indifférente, de certains regards, non pour la dame, mais pour votre grand-père, votre maître, votre bienfaiteur. Cette cascade d'arguments pas très sincères brise l'énergie de Marie-Antoinette. Bien qu'obstinée, volontaire, elle n'a jamais osé résister à l'autorité de sa mère. La discipline familiale des Habsbourg triomphe comme toujours. Pour la forme, Marie-Antoinette discute encore. Je ne dis pas que je ne lui parlerai jamais, mais il ne put convenir de lui parler à jour et heure marquée pour qu'elle le dise d'avance et en fasse triomphe. Mais en réalité, sa résistance intérieure est vaincue et ses mots ne sont qu'une dernière manœuvre couvrant la retraite. La capitulation est déjà signée. Le 1er janvier 1772 apporte enfin un terme à cette guerre féminine héroïque-comique. C'est le triomphe de Madame du Barry, la soumission de Marie-Antoinette. De nouveau, la scène est réglée de façon théâtrale et toute la cour solennellement convoquée en qualité de témoin et de spectatrice. L'heure des congratulations commence. L'une après l'autre, selon leur rang, les dames défilent devant la dauphine. Parmi elles, la duchesse d'Aiguillon, épouse du ministre avec Madame du Barry. La dauphine adresse quelques mots à la duchesse d'Aiguillon, puis elle tourne la tête à peu près dans la direction de Madame du Barry et dit, non pas à celle-ci, mais de façon que l'on puisse croire, en y mettant de la bonne volonté que ces paroles lui sont adressées, l'assemblée entière retient son souffle pour ne pas perdre une syllabe. Le mot tant désiré, obtenu au prix de tant de luttes si lourdes de conséquences. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Marie-Antoinette a proféré 9 mots, 9 exactement. Mais c'est là un événement formidable pour la cour, plus important que la conquête d'une province, plus excitant que toutes les réformes dont la nécessité se fait sentir depuis longtemps. Enfin, la dauphine a parlé à la favorite. Marie-Antoinette a capitulé. Madame du Barry a vaincu. À présent, tout est rentré dans l'ordre. Le soleil de Versailles brille de tout son éclat. Le roi accueille la dauphine à bras ouverts et l'embrasse tendrement comme une fille retrouvée. Merci la remercie avec attendrissement. La du Barry se pavane dans les salons. Mesdames exaspérées tempêtent. Toute la cour est agitée, du grenier à la cave, on raconte et on bavarde. Et tout cela parce que Marie-Antoinette a dit à la du Barry « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles ». Mais ces 9 mots banaux ont un sens plus profond. Ils ont scellé un grave crime politique. Ils ont acheté le consentement tacite de la France au partage de la Pologne. Grâce à ces 9 mots, non seulement la du Barry, mais encore Frédéric II et Catherine ont affirmé leur volonté. Ce n'est pas Marie-Antoinette seule qui a été humiliée, c'est tout un pays. Marie-Antoinette est vaincue, elle le sait. Son jeune et naïf orgueil, non encore maîtrisé, a reçu un coup terrible. Pour la première fois, elle a courbé la tête, mais elle ne la courbera pas une deuxième, sauf devant l'échafaud. À cette occasion, on s'aperçoit soudain que cette bonne et tendre Marie-Antoinette cache une âme fière et inébranlable dès qu'il s'agit de son honneur. Pleine d'amertume, elle dit à merci. J'ai parlé une fois, mais je suis bien décidée à en rester là, et cette femme n'entendra plus le son de ma voix. Elle montre même nettement à sa mère qu'après cette unique concession, on n'a plus de sacrifice à attendre d'elle. Vous pouvez bien croire que je sacrifie toujours mes préjugés et répugnances, tant qu'on ne me proposera rien et affiché contre l'honneur. En vain, Marie-Thérèse, indignée de cette première manifestation d'indépendance de son enfant, la sermonne-t-elle vertement. Vous m'avez fait rire de vous imaginer que moi ou mon ministre pourrait jamais vous donner des conseils contre l'odeur, pas même contre la moindre décence. Votre agitation après ce peu de paroles, le propos de n'en plus y venir font trembler pour vous. En vain, l'impératrice lui écrit-elle encore. Il faut que vous lui parliez comme à toute autre dame reçue à la cour. Waouh, vous devez cela au roi et à moi. Excusez-moi. En vain, Mercy et les autres cherchent-ils sans cesse à la persuader qu'elle doit adopter une attitude amicale envers la du Barry et que c'est là le moyen de s'assurer la ferveur du roi. Tout se brise contre ce jeune orgueil. La petite bouche habsbourgeoise de Marie-Antoinette, qui s'est ouverte une seule fois à contre-cœur, reste fermée comme une porte de fer. Aucune menace, aucune séduction ne peut plus la déceler. Elle a dit 9 mots à la du Barry et jamais cette femme abhorrée n'en entendra un 10e.
Cette fois seulement, ce 1er janvier 1772, Madame du Barry a triomphé de l'archiduchesse d'Autriche, de la dauphine de France. Il n'est pas douteux qu'avec des alliés aussi puissants que Louis XV et Marie-Thérèse, la favorite pourrait poursuivre la lutte contre la future reine. Mais il est des combats à la suite desquels le vainqueur, reconnaissant la force de son adversaire, est lui-même effrayé de sa victoire et se demande s'il ne serait pas plus sage d'abandonner volontairement la lutte et de conclure la paix. Madame du Barry ne jouit guère de son triomphe. Au fond, cette créature bonasse et insignifiante n'a jamais nourri d'animosité contre Marie-Antoinette. Mais, gravement blessée dans son orgueil, elle a simplement voulu cette petite satisfaction. Maintenant que ses désirs sont exaucés, cette victoire trop publique l'inquiète et la tourmente. Car elle est quand même assez intelligente pour savoir que tout son pouvoir repose sur des bases instables, sur un vieillard goutteux et décrépit, qu'une attaque d'apoplexie frappe ce sexagénaire et demain déjà la petite rousse peut être reine de France. Alors une lettre de cachet expédiant la favorite à la Bastille est vite signée. C'est pourquoi, aussitôt après son triomphe sur Marie-Antoinette, la du Barry se livre honnêtement et sincèrement aux tentatives de rapprochement les plus énergiques. Elle modère sa bile, dompte son orgueil, continue à assister aux soirées de la dauphine et, bien que celle-ci ne daigne point l'honorer d'une nouvelle parole, elle ne s'en montre pas le moins du monde irritée. Au contraire, elle ne cesse de faire savoir à Marie-Antoinette par des confidents et des messagers occasionnels qu'elle éprouve à son égard les meilleurs sentiments. Elle s'ingénie de 100 façons à attirer sur son ancienne rivale les bonnes grâces du roi. Finalement, comme elle n'arrive pas à gagner Marie-Antoinette, par ses amabilités, elle recourt au plus audacieux des moyens. Elle tente d'acheter sa faveur. On sait, à la cour, on ne le sait que trop bien, comme en témoignera plus tard la fameuse affaire du collier, que Marie-Antoinette aime follement les bijoux. La du Barry pense donc, et, fait caractéristique, le cardinal de Rohan 10 ans plus tard est exactement guidé par la même idée, qu'il est peut-être possible de la gagner par des cadeaux. Un grand joaillier, le baumeur de l'affaire du collier, possède des boucles d'oreilles en diamant évaluées à 700 000 livres. Plus ou moins ouvertement, Marie-Antoinette sans doute a déjà dû exprimer son admiration pour ces joyaux, et la du Barry doit avoir appris son envie de les posséder. Car un jour, elle lui fait entendre par une dame de la cour que, si vraiment elle désire avoir les fameuses boucles d'oreilles, elle serait volontiers prête à persuader Louis XV de les lui offrir. Mais Marie-Antoinette ne répond pas un seul mot à cette impudente proposition. Elle détourne dédaigneusement la tête et continue à ignorer froidement sa rivale. Non, même pas pour toutes les pierres précieuses de la terre, cette Madame du Barry qui l'a publiquement humiliée un jour n'entendra plus de sa bouche une parole. Une fierté et une assurance nouvelles s'annoncent chez la jeune femme de 17 ans. Elle n'a plus besoin du bijou dû aux grâces et aux faveurs d'autrui, car déjà le diadème royal jette ses feux au-dessus de son front. Chapitre 5. La conquête de Paris. Bien qu'à l'écart de la capitale, le palais en est si près que par les nuits obscures on voit distinctement se dessiner sur le ciel, du haut des collines de Versailles, le halo brillant des lumières de Paris. Un cabriolet à ressort fait la roue en 2 heures, un piéton en 5. Qu'y a-t-il donc de plus naturel pour l'héritier du trône que d'aller visiter la capitale de son futur royaume 2 ou 3 jours après son mariage ? Mais le vrai sens du cérémonial, ou plutôt son non-sens, est justement d'étouffer ou de fausser le naturel sous toutes ses formes. Entre Paris et Versailles se dresse devant Marie-Antoinette une barrière invisible, l'étiquette. Car l'héritier présomptif de la couronne de France ne peut entrer pour la première fois dans la capitale accompagné de son épouse qu'après une annonce solennelle et une autorisation préalable du roi. Mais cette joyeuse entrée de Marie-Antoinette, la chère famille cherche à la retarder le plus possible. En dépit de leurs intimités mortelles, les vieilles tantes bigotent ces frères ambitieux que sont les comtes de Provence et d'Artois. La du Barry s'empresse de s'unir pour barrer à la dauphine la route de Paris. Ils ne veulent pas qu'elle jouisse d'un triomphe qui montrerait trop visiblement son rang futur. Chaque semaine, chaque mois, la Camarilla invente un nouvel empêchement, trouve une nouvelle objection. Ainsi passent 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, et Marie-Antoinette demeure toujours emprisonnée derrière les grilles dorées de Versailles. Enfin, en mai 1773, elle perd patience et passe franchement à l'attaque. Puisque les maîtres de cérémonie, devant son désir, continuent à secouer leurs perruques poudrées, elle se fait annoncer chez Louis XV.
Celui-ci ne trouve rien d'inouï à cette demande et, faible envers toutes les jolies femmes, il accorde facilement son consentement à la charmante épouse de son petit-fils, aux grandes dames de toute la clique. Il va jusqu'à la laisser choisir elle-même le jour de son entrée solennelle dans la capitale. Marie-Antoinette choisit le 8 juin. Mais maintenant que le roi a définitivement donné son autorisation, cette jeune espiègle se plaît à jouer secrètement un tour au règlement maudit qu'il a tenu pendant 3 ans éloigné de Paris. De même que des fiancés, sans que leur famille sans doute, se livrent parfois avant la bénédiction nuptiale, aux tendres effusions d'une nuit d'amour, afin d'ajouter à la volupté le charme d'un fruit défendu, de même Marie-Antoinette, peu de temps avant la joyeuse entrée, propose à son mari et à son beau-frère d'aller secrètement à Paris. À une heure tardive de la nuit, ils font donc atteler les carrosses, gagnent la ville interdite et se rendent, travestis et masqués, au bal de l'Opéra. Mais comme le lendemain ils assistent très correctement à la première messe, cette aventure reste ignorée. Il n'y a pas d'esclandre et Marie-Antoinette s'est heureusement vengée pour la première fois de l'odieuse étiquette. L'entrée officielle lui a fait une impression d'autant plus vive qu'elle a déjà goûté en secret au charme de Paris. Après le roi de France, le roi du ciel, lui aussi, donne d'une façon éclatante son assentiment à la solennité. Le 8 juin est une radieuse journée d'été sans nuages, qui attire une foule immense de spectateurs. Toute la route de Versailles à Paris n'est qu'une haie humaine bruissante d'acclamations, fleurie de drapeaux et de guirlandes multicolores. Aux portes de Paris, le maréchal de Brissac, gouverneur de la capitale, attend le carrosse officiel pour présenter avec respect aux conquérants pacifiques la clé de la ville sur un plateau d'argent. Puis viennent les dames de la halle parées de leurs plus beaux atours. C'est bien indifféremment que plus tard elles accueilleront Marie-Antoinette. Elles offrent les primeurs de la saison, fleurs et fruits, et souhaitent longue vie à la dynastie. Au même instant, les canons tonnent aux Invalides, à l'hôtel de ville et à la Bastille. Le carrosse du dauphin et de la dauphine traverse lentement la ville, longe le quai des Tuileries, gagne Notre-Dame. Partout à la cathédrale, à l'université, dans les couvents, le futur roi et la future reine sont accueillis par des discours. Ils passent sous un arc de triomphe construit tout exprès, traversent une forêt de drapeaux, mais l'accueil le plus magnifique leur est fait par le peuple. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes affluent de toutes les rues de la ville gigantesque pour voir le dauphin et la dauphine, et la vue de cette jeune femme, ravie et ravissante au-delà de tout ce qu'on espérait, éveille un enthousiasme indicible. On applaudit, on acclame, on agite chapeaux et mouchoirs. Les enfants, les femmes se bousculent pour être plus près. Et lorsque Marie-Antoinette, du balcon des Tuileries, voit les flots délirants de cette immense marée humaine, plus logique, elle s'effraie presque et dit « Mon Dieu, que de monde !» Le maréchal de Brissac, qui se tient à ses côtés, s'incline et répond avec une galanterie toute française « Madame, n'en déplaise à son Altesse le Dauphin, et vous voyez ici 200 000 hommes épris de vous. » L'impression que fait sur Marie-Antoinette cette première rencontre avec le peuple est très forte. De nature peu réfléchie, mais douée d'une vive réceptivité, elle ne comprend les événements que grâce à un contact personnel et direct. Il faut qu'elle voie et sente. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. C'était Marie-Antoinette de Stéphane Zweig, publiée en 1932. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Surtout, si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à retrouver cette lecture et celle qui les précède sur cette œuvre, bien sûr, en replay. Et puis surtout, restez avec moi puisqu'on va continuer immédiatement cette belle histoire de notre dernière reine de France dont on connaît malheureusement la fin tragique. Et c'est vraiment une des plus belles biographies écrites sur cette reine. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans Voyage au bout de la nuit. Ciao.